Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Au programme de cette émission, l'actualité et Virgin Galactic qui réussit son tout premier vol commercial. On parlera aussi de ces robots martiens présentés par une start-up japonaise et puis d'Ariane 5 qui dévoile finalement la date de son tout dernier vol après 27 ans d'épopée. Ce sera le 4 juillet prochain. Et puis dans votre call actu, je vous propose un entretien avec Antonin Ferry, directeur des programmes futurs chez Ariane Group. Alors qu'en début de semaine, l'entreprise testait avec succès et pour la première fois un étage complet de lanceurs réutilisables. Et puis en deuxième partie d'émission, c'est votre Space Talk et on va parler de services en orbite ou la nouvelle économie prometteuse du secteur spatial. Nous recevrons le cofondateur de la start-up Space Locker qui propose un service de colocation sur satellite. Vous en saurez plus dans cette émission. Voilà pour le programme. On démarre tout de suite avec l'actualité sur Bismart. Le premier vol commercial spatial de Virgin Galactic a atteint l'espace. Hier, le vaisseau a dépassé les 80 km d'altitude. À la limite, vous le savez, marquant le début de l'espace selon l'armée américaine. Une réussite après 5 missions test depuis 2018 et une étape majeure pour la compagnie qui intervient après près de 2 ans de retard. Avec 2 pilotes aux commandes, le vaisseau VSS Unity transportait 4 passagers, 2 hauts gradés de l'armée de l'air italienne, un ingénieur du Conseil national de la recherche italien et un employé de Virgin Galactic. Et si l'on envoyait des dizaines de robots constructeurs sur Mars pour préparer l'arrivée des humains? C'est la proposition d'une start-up japonaise, Jitai. Avec une telle proposition, la start-up assure pouvoir diviser le prix des travaux de construction extraplanétaire par 100. D'une simplicité enfantine, le projet consiste à construire des robots ultra polyvalents capables de créer les conditions d'arrivée des humains sur les terrains hostiles dans l'espace. Oui, mais cet ambitieux projet ne sera possible que dès lors que le voyage vers Mars sera assuré et utile seulement si nous sommes capables d'y envoyer des êtres humains. Aussi, la communauté spatiale internationale, il faut le rappeler, ne manque pas de compétences pour mettre au point des rovers performants et durables. L'entreprise devra donc faire ses preuves et cela commencera sur la Lune. Mais pourtant, aucun contrat n'a pour le moment été annoncé. Autre actualité, Ariane 5 fera ses adieux le 4 juillet prochain. Après un report le 15 juin dernier à cause d'une anomalie, c'est officiel. Le dernier vol de la fusée européenne est programmé. Ce 117e vol et dernier vol de la fusée européenne qui fait ses adieux après 27 ans de service va placer en orbite un satellite de communication militaire français, Syracuse 4B, et un satellite expérimental allemand. La fenêtre de tir est prévue entre 21h30 et 23h05. Enfin, dernière actualité. Pour la toute première fois, Ariane Group a testé un étage complet de son lanceur spatial réutilisable. Pour en parler, on passe un coup de fil, c'est Call Actu, avec Antonin Ferry, directeur des programmes futurs chez Ariane Group. Bonjour Antonin Ferry et bienvenue dans Smart Space. Bonjour et merci beaucoup de votre invitation. Alors, le moteur Prometheus, c'est un moteur qui a vocation à être réutilisable. Il est fabriqué à Vernon, site historique d'Ariane Group. Et en décembre déjà, vous aviez effectué un premier test concluant. Qu'est-ce qui fait donc la spécificité de ce test-là ? Absolument. Alors, vous l'avez rappelé, en fait, aujourd'hui, l'Europe ne dispose pas de lanceurs réutilisables. Et pour ça, une des briques technologiques qui lui manquait, c'est un moteur très spécifique, un moteur réutilisable et à poussée variable. Ce moteur, sur lequel on travaille chez Ariane Group, c'est le moteur Prométhée, que l'on est en train de développer. Et là, le 22 juin dernier, on a eu un événement important qui était la fin de la première campagne d'essai de ce moteur. On a eu un certain nombre de campagnes successives. Et là, on a réussi un essai complet de 12 secondes qui visait à qualifier toute la séquence de démarrage de ce moteur. Ça s'est déroulé avec succès, c'est une étape majeure pour nous. Et alors, auparavant, vous aviez pu le tester avec un étage de Thémis ?
Alors absolument, en fait, vous le soulignez, c'est important, ce n'est pas le moteur seul qui est développé, puisque l'intérêt de ce nouveau moteur, c'est de l'utiliser sur un démonstrateur d'étage réutilisable. Et en fait, nous avons deux développements en parallèle, Prométhée pour le moteur et Thémis pour l'étage réutilisable. Donc globalement, nous avons réussi à développer, à tester, à effectuer ce test de manière couplée le 22 juin dernier. Alors la nouveauté, c'est aussi le carburant utilisé. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, effectivement. Donc, vous savez que traditionnellement, en Europe, par exemple, sur la fusée Ariane, nous utilisons aujourd'hui de l'hydrogène et de l'oxygène liquide. Et là, pour Prométhée, il y a un choix différent qui a été fait, qui est le choix d'utiliser du biométhane, toujours associé à de l'oxygène liquide. Alors, ce choix a été fait pour deux raisons. D'abord, pour des raisons d'ingénierie liées aux contraintes de la réutilisation, mais aussi pour des raisons environnementales, parce que le biométhane présente cette particularité d'avoir un excellent bilan carbone sur la totalité de son cycle de vie. Effectivement, dans le futur, il est indispensable qu'on travaille à réduire l'empreinte environnementale de nos lanceurs. Et alors, c'est une première, je crois, en Europe, l'utilisation de ce biométhane liquide pour, en tout cas pour l'instant, le test d'un moteur, peut-être demain le décollage d'une fusée. C'est ça, c'est une première. Alors en quoi ces composants représentaient peut-être un défi technologique, et puis au-delà de ces composants, on le comprend, qui sont d'un enjeu crucial pour le développement durable de ce secteur, est-ce que Thémis et Prometheus sont développés côte à côte à Vernon et peut-être de façon codépendante ? Oui, c'est absolument l'idée en réalité. L'idée n'est pas de développer le moteur seul, mais de développer effectivement également la première démonstration de réutilisation d'un étage, et nous procédons étape par étape. Donc ce qui s'est fait à Vernon pour l'instant, c'est un essai au sol. C'était la toute première étape, mais qui est une étape importante puisqu'elle ouvre la voie à des essais en vol. Donc ce qui va se passer à partir de maintenant, ce sont deux choses. D'une part, on va poursuivre les essais au sol pour mieux caractériser, mieux comprendre le comportement du moteur et effectuer des réglages complémentaires. Et d'autre part, ça ouvre la voie à ce qu'on appelle un hop test ou saut de puce, si vous voulez. Nous allons, dans le cadre d'un programme financé par la Commission européenne, le programme SALTO, nous allons partir à Kiruna, au nord de la Suède, pas loin du cercle polaire, pour faire un premier essai de l'étage où on va essayer de le stabiliser à quelques dizaines de mètres de hauteur et tester les différentes fonctionnalités du moteur et de l'étage. Pourquoi en Suède ? Parce qu'il s'agit d'un projet européen, en fait. C'est un projet où vous avez plusieurs États membres intéressés par le fait de disposer de ces éléments technologiques qui ont souhaité participer, souhaité contribuer. Et la Suède a mis à disposition d'excellentes infrastructures qu'elle possède pour réaliser ce genre de test. Est-ce qu'il nous manque aujourd'hui des briques technologiques pour aller au bout de ce démonstrateur de lanceurs réutilisables et demain avoir effectivement pour l'Europe un lanceur réutilisable opérationnel ? Alors, au-delà du moteur, effectivement, vous avez un certain nombre de composantes qu'il va falloir développer en Europe et maîtriser en Europe, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Si je cite quelques exemples, par exemple, ça peut être un nouveau programme de vol, puisque gérer la redescente d'un étage, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. C'est également avoir sur la fusée des petites ailettes, des surfaces de contrôle aérodynamique qui vont permettre de contrôler la redescente. C'est également travailler sur le train d'atterrissage, si vous voulez, des pieds rétractables pour ce lanceur, pour qu'il puisse effectivement se reposer. Et donc tous ces éléments, on va les développer au fur et à mesure et les qualifier au fur et à mesure sur des démonstrateurs successifs. Est-ce que Prometheus a vocation à voler sur d'autres lanceurs qu'un lanceur qui sera réutilisable ? Ou est-ce que Ariane 6 pourrait en bénéficier, par exemple, ou c'est pas du tout le sujet ? C'est également le sujet, en fait. Prométhée, c'est effectivement quelque chose qui a été développé comme étant, entre autres, destiné à permettre la réalisation d'un lanceur réutilisable, mais Prométhée, fondamentalement, nous le voyons comme un élément clé d'une famille européenne de lanceurs. Je m'explique un peu.
on pense que ce moteur, on va pas uniquement l'utiliser pour nos propres projets, mais notre ambition, c'est de le commercialiser, de le mettre à disposition des startups européennes qui souhaiteront l'utiliser pour matérialiser finalement le fait qu'on ait une excellence européenne qui soit au service de l'écosystème européen. Et entre autres, s'agissant de notre propre projet, on imagine également que ce moteur pourrait être un jour intégré sur Ariane 6. Dans quel laps de temps, enfin, on parle de quelle temporalité d'ailleurs pour voir peut-être voler ce moteur? Alors, pour voir voler ce moteur sur un démonstrateur de réutilisation, là on parle d'une temporalité assez proche. Notre ambition, c'est de réaliser ça dans les années qui viennent. S'agissant de l'intégration sur Ariane 6, c'est quelque chose qui n'est pas immédiat dans la mesure où il faut développer une version fonctionnant à l'hydrogène liquide de ce moteur. Comme je vous disais, pour l'instant, il est conçu pour fonctionner au biométhane. Donc il y aurait quelques aménagements technologiques avant une éventuelle intégration sur Ariane 6. La temporalité n'est pas la même. Alors, dernière question, vous êtes directeur des programmes futurs. Quels sont ces programmes que vous porterez peut-être dans les prochaines années? Est-ce qu'on peut en avoir un exemple ou est-ce que tout est là dans cette clé de la réutilisation? Alors, nous sommes actifs chez Ariane Group sur un panel de technologies expérimentales relativement large. Donc, effectivement, la réutilisation est un des sujets majeurs. Et Prométhée et Thémis sont deux sujets qui nous occupent énormément. Mais on ne s'arrête pas à ça. Il y a par exemple un deuxième élément important que je peux citer, c'est la question du vol habité. Et notamment de la question d'une éventuelle capacité européenne en matière de vol habité. Vous savez que en fin d'année 2023, il va se tenir un conseil des États européens pour évoquer la question, évoquer l'opportunité que l'Europe avance sur la question du vol habité. Et côté Ariane Group, nous souhaitons proposer ou mettre à disposition des États un certain nombre d'innovations qui permettraient de matérialiser cette ambition. C'est un projet qui s'appelle SUSI, qui est un projet d'étage supérieur réutilisable, donc capable de revenir sur Terre, dans une première version avec simplement du cargo et éventuellement dans une deuxième version capable de s'adapter au vol habité. Donc c'est un deuxième axe de développement assez fort pour les programmes futurs chez Ariane Group. Merci Antonin Ferry, directeur des programmes futurs chez Ariane Group, d'avoir pris le temps de répondre à notre call actu. On enchaîne quant à nous avec le Space Talk sur Bismart. Le service en orbite, c'est ce nouveau marché porté aujourd'hui par la réduction des coûts, la digitalisation du secteur spatial, puis l'arrivée globalement du New Space. Et une start-up a pris le train en marche, Space Locker. Nous avons avec nous en plateau Théophile Lagrolet. Vous êtes le cofondateur de la start-up. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue dans Smart Space. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement? On va peut-être commencer par ça. Bien sûr. Alors, chez Space Locker, on propose un service d'hébergement en orbite destiné à tout acteur qui souhaite envoyer des capteurs ou des expériences en orbite dans l'objectif de générer de la donnée spatiale. Donc, on parle de charge utile parce que quand on parle de service en orbite ou de satellite as a service aussi, c'est un sujet assez complexe. On parle de digitalisation, vous parlez de données, mais vous envoyez de la charge utile, concrètement. Bien sûr. On a une approche un peu particulière des services en orbite. D'habitude, on voit les services en orbite comme de la réparation, etc. On pourra venir sur les cas d'usage futurs. En fait, on a une approche très présente des services en orbite en disant il ne faut pas attendre le marché, il ne faut pas attendre demain. Il faut commencer avec des choses simples aujourd'hui qui fonctionnent et qui sont déjà nécessaires à l'industrie spatiale. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une grosse complexité d'accès à l'espace qui est résolue en partie par les lanceurs, par la logistique spatiale. Mais en fait, le segment satellitaire reste aujourd'hui ancré dans un modèle qui est relativement ancien, avec un satellite dédié, des opérations compliquées pour intégrer les capteurs, etc. Nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient simplifier cette intégration et fournir à nos clients vraiment des missions spatiales clés en main. C'est-à-dire que un client qui va avoir un capteur pour observer la Terre, pour observer par exemple des émissions de méthane ou pour faire de la télécommunication, de l'IoT ou des choses comme ça, au lieu de construire son satellite et d'aller s'adresser à quelqu'un qui va lui fournir un satellite avec des phases longues d'intégration et une technicité assez haute, qui n'est finalement pas son métier, il va venir nous voir, on va lui fournir une interface standard, il va pouvoir prendre son capteur tel quel en laboratoire, l'intégrer à notre interface,
et l'envoyer en orbite. Comment vous faites pour assurer une compatibilité de tous ces devices ? Bien sûr. Alors ça, c'est notre petite technologie derrière. Ouais. Donc c'est une technologie qui va être basée en trois points, on va dire. Le premier, c'est vraiment l'interface en tant que telle, physique, mécanique. On est en train un peu de construire ce qu'on appelle le port USB de l'espace. L'idée, c'est d'avoir une prise qui permette de connecter à peu près n'importe quoi sur n'importe quoi dans l'espace. Ouais. Et en fait, ça marcherait sur Terre aussi. Ça marcherait sur Terre aussi. Et donc, en fait, c'est justement ce qu'on applique, c'est-à-dire qu'on commence par faire de l'intégration en salle blanche, tout ce qu'il y a de plus standard avec ces prises, mais au lieu de passer 3 semaines à intégrer une charge utile, on va passer 3 jours. Ouais. Et ensuite, derrière, on a des couches logicielles qui sont très importante pour permettre cette flexibilité en fait, parce que il y a un enjeu c'est pas uniquement physique, il y a un enjeu ensuite logiciel de faire discuter une plateforme satellitaire avec à peu près n'importe quelle expérience. C'est ça. Il vous faut un traducteur universel quoi finalement. Voilà, c'est un petit peu ça. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est des choses aujourd'hui qu'on a déjà développées sur les infrastructures cloud. Aujourd'hui, quand vous avez besoin de brancher un calculateur à un rack de serveurs, finalement, c'est relativement standardisé. Et on a déjà ces couches logicielles qui permettent de faire tourner aujourd'hui le cloud et qui fait tourner à peu près toute l'infrastructure de calcul sur Terre. Et donc, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment appliquer cette logique en orbite. Et ensuite, vous proposez en service, en software, pour traduire ces données ou pas ? Voilà. Jusqu'où va votre proposition ? Et ensuite, donc nous, vraiment, on vend un service de mission en orbite et donc on va jusqu'à l'opération. Le but étant de responsabiliser au maximum le client. Ouais. On est sur un modèle où on fournit au client un centre de contrôle très simplifié sur lequel il va pouvoir ensuite gérer sa donnée, mais de manière très intégrée à sa pipeline sur Terre. En fait. On ne cherche pas à dissocier le métier du spatial et le métier du traitement de la donnée sur Terre, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu un biais qu'on a quand on est dans l'industrie du spatial, de se dire on est dans une bulle, mais en fait, il faut voir le satellite comme un capteur, un générateur de données qui vient être intégré à une chaîne de données qui est globale et qui commence sur Terre. Et donc, c'est très important d'avoir cette fluidité. Donc, on vient fournir à nos clients ce service d'opération depuis chez eux, en fait. C'est qui ces clients ? C'est quoi cette cible ? C'est une bonne question. Aujourd'hui, nous, on cible toutes les charges utiles de moins de 200 kg. En fait, à peu près n'importe qui vole sur un satellite de petite taille, entre guillemets, donc un satellite qui ferait à peu près 500 kg, peut venir voler chez nous. Pourquoi on ne va pas sur du plus gros ? Parce qu'au-dessus, souvent, les gens vont se tourner plutôt vers des solutions de satellites dédiées. Mais en dessous, en fait, le partage de satellites tel qu'on le propose prend vraiment tout son sens, puisqu'on vient bénéficier de plus de flexibilité, de plus de puissance et de plus de ressources en orbite. Et donc, on vient vraiment avoir un levier sur cette mutualisation. Donc, ce sont vos satellites ? On a 2 modèles. On travaille sur 2 modèles, de l'hébergement sur des satellites dédiés, où nous, on ne développe jamais la plateforme. Aujourd'hui, c'est vraiment une ligne qu'on s'est fixée, on ne cherche pas à développer la plateforme. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des satellites, ils le font très bien, et justement, on discute avec la plupart de ces fabricants de satellites, dans le but d'intégrer notre solution et de travailler avec eux sur des logiques partenariales. On aura d'ailleurs l'occasion aux assises d'annoncer un partenariat avec un grand prime dans le secteur. Aux assises du Space qui se tiennent donc du 5 au 7 juillet. Exactement, la semaine prochaine. Et donc on a cette logique de satellite dédié où on vient en effet donc acheter un satellite, le partager avec nos clients et héberger nos clients dessus. Et la deuxième possibilité de vol pour avoir plus de flexibilité et vraiment ouvrir le catalogue d'opportunités de vol, ce qui est vraiment ce qu'on cherche à construire, c'est l'hébergement sur des satellites existants, sur tout vaisseau spatial, on va dire, existant. Et donc, on adresse à la fois des kickstage, des véhicules de transfert orbitaux, des grosses constellations qui vont avoir un petit peu de place à bord, voire même demain des géostationnaires. Notre but, c'est d'être capable de proposer sur toute orbite des opportunités de vol pour moins de 200 kg de manière flexible et rapide. Vous n'êtes pas les seuls à proposer ce service ? On n'est pas les seuls en effet, mais on a une approche qui est très novatrice. Aujourd'hui, on a quelques concurrents qui ont déjà un petit peu... il y a des concurrents qui ont avancé. Il y a Loft Orbital qu'on peut citer, qui est quand même déjà un poids lourd dans le secteur et qui a aussi des fonds. Complètement. Comment vous allez challenger ces acteurs-là ? En effet. En effet, Loft Orbital est un grand acteur du marché et je pense qu'aujourd'hui, c'est pratiquement le seul qui a vraiment déblayé le chemin sur les satellites partagés. Ouais. Et donc, c'est une très bonne chose. Ça montre qu'aujourd'hui, le marché est à l'écoute de cette opportunité. Par contre, ce qu'on voit dans le modèle de Loft Orbital, c'est qu'il y a eu un très très bel effort sur la standardisation des plateformes. Par contre, on reste dans un modèle où on fait de la co-conception de satellites. Et nous, en fait, on vient standardiser la partie charge utile également, ce qui nous permet de
responsabiliser un petit peu plus le client, gagner en flexibilité et être capable de voler à peu près sur n'importe quel satellite. Alors on a parlé du champ des possibles, des applications, des services en orbite. Vous avez parlé aussi de peut-être le prévisionnement de ces satellites. Donc vous adressez cette branche-là qui est de dire on va créer de l'interopérabilité et démocratiser l'accès. Quelles sont ces autres applications du service en orbite qui peut-être demain feront la richesse du secteur spatial? Bien sûr. Et c'est très important d'en parler puisque c'est justement le projet même de Space Locker, c'est de dire aujourd'hui on propose une offre de services partagés sur des satellites, mais finalement la vision long terme c'est vraiment de se positionner en tant qu'acteur européen des services en orbite parce qu'on estime que c'est le grand virage que va prendre le satellite demain, comme on l'a vu sur la réutilisation sur le segment des lanceurs. Et ici, donc nous, notre approche, c'est de commencer par justement cette brique d'interface qui va être essentielle et de venir au fur et à mesure se positionner sur les cas d'usage qui se révèlent pertinents. En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de services en orbite, on parle beaucoup de réparation, d'augmentation de satellites, etc. Il se trouve que le marché n'est pas encore tout à fait mature, mais par contre que ces technologies vont avoir besoin d'une longue période de temps pour se développer. Alors les chiffres sont quand même assez impressionnants. Alors il y a une étude par exemple qui a été publiée en 2021, donc qui peut-être pourrait être mise à jour, mais qui était quand même assez parlante par le cabinet de conseil Northsky Research. Et donc là, il parlait de toutes les possibilités qu'offre le service en orbite. Et il citait le domaine de l'extension de vie. Vous allez peut-être nous traduire ça. En disant que ça représenterait 51% du marché à venir du service en orbite, donc c'est la moitié du service. L'orbite géostationnaire concentrerait 17% de l'activité, avec un marché de 3,2 milliards de dollars d'ici 2030. Ça paraît quand même assez prometteur, cette branche-là. Oui, les chiffres sont fous. Dès qu'on commence à regarder sur du gros satellite, en plus, on a vraiment des marchés qui sont très, très importants. Il y a un besoin technologique très fort pour aller chercher le ravitaillement. C'est peut-être ça aussi qui explique que si le marché est prometteur, il ne laissera peut-être pas entrer n'importe quel acteur. C'est ça. Et le problème aussi avec cette barrière technologique, c'est qu'aujourd'hui, elle crée des coûts qui sont absolument prohibitifs pour les clients. Aujourd'hui, réparer un satellite, on a quelques démonstrations sur l'extension de vie notamment qui commencent à pointer. Mais ce qu'on voit, c'est que la volonté à payer des acteurs qui pourraient bénéficier de ces services est aujourd'hui pas encore tout à fait au rendez-vous. On commence à avoir des marques d'intérêt, mais ça reste encore trop cher en fait. C'est le problème. Et donc le problème, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui en Europe, on se positionne sur ce marché d'une autre manière que simplement par des programmes institutionnels, parce qu'on le voit avec ce qui s'est passé avec SpaceX notamment, l'émergence de ces nouvelles technologies, de ces nouveaux cas d'usage ne peut pas se faire uniquement sur les épaules de l'institutionnel, même si l'institutionnel reste très important. Alors vous devancez ma prochaine question. Quel est le rôle techniquement de l'institutionnel, de l'ESA, du CNES par exemple, dans l'émergence de ce service en orbite? Nous, ce qu'on voit, c'est que le rôle de ces agences et le rôle aussi des grands acteurs, parce que souvent ça passe à travers ces grands acteurs, les fabricants de satellites principaux, ça va être de prévoir le futur et d'essayer d'anticiper sur des technologies, etc. Donc en mettant des programmes en place qui vont être de longue haleine. Ce qui est très important, c'est que ces programmes existent, mais qu'il faut venir les compléter par de l'innovation beaucoup plus court terme et appuyer sur des vraies données marché. Et dans le spatial, on a toujours eu un petit peu ce côté techno-push institutionnel. Et il est très important parce que c'est un marché qui a besoin de forts investissements au départ pour lancer les choses. Mais il faut arriver à combiner les deux. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les innovations qui ont le mieux marché dans le spatial, c'est celles qui ont réussi à combiner ce soutien institutionnel et un fort attrait marché aussi avec une répondance. Donc ça, il va vous falloir du financement pour ça? Tout à fait. Comment vous vous en sortez de ce côté-là? Bien sûr. Donc aujourd'hui, on est soutenu par le CNES, donc par le service d'émergence du CNES, Connect by CNES Next, qui nous a soutenus à travers un premier contrat. Et on vient de lancer, il y a quelques semaines, notre première levée de fonds, où on s'adresse principalement à des investisseurs privés qui sont intéressés par le projet. Est-ce qu'il faut convaincre encore les investisseurs privés du potentiel du service en orbite? L'investissement dans le marché du spatial, c'est quand même encore très particulier. C'est un sujet qu'on aborde souvent dans Smart Space. Mais sur le service en orbite. Sur le service en orbite, je pense que c'est
c'est un sujet qui est très technique souvent, qui est abordé sur un angle très technique. Le concept de base est assez acquis de dire on peut plus se permettre d'envoyer des satellites jetables. Mais ensuite, c'est trop cher. Voilà, et c'est trop cher. Mais ensuite, quand on regarde les économies et les chiffres derrière, souvent ça risque d'être c'est souvent un petit peu compliqué d'aller convaincre un investisseur que dans 15 ans on gagnera des millions en réparant des satellites. Donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui un investisseur dans le spatial, il est intéressé par le dynamisme du marché, mais c'est essentiel d'arriver à convaincre sur du moyen terme, du court terme. Qu'est-ce qu'on vous demande par exemple ? Eh bien, les premiers clients, les premiers chiffres les premiers revenus, quand est-ce qu'ils arrivent. On le voit aujourd'hui, il y a eu un fort investissement sur les lanceurs. Le temps de développement d'un lanceur est quand même assez long. Oui. Donc, on a déjà des investisseurs qui ont pris ces risques de dire je mise sur du long terme. Mais avec la situation actuelle qui est un petit peu en train de virer et des nouvelles préoccupations d'investisseurs, on sent quand même qu'il va y avoir un recentrage même sur le spatial, on ne peut pas se permettre d'attendre 10 ans pour que vous atteignez la rentabilité. Comment est-ce que vous nous assurez que vous allez avoir un service qui tourne entre-temps ? Quelles sont vos échéances à vous ? Nous, nos échéances, c'est un premier vol en 2024, fin 2024. Oui. Commercial ? Un premier vol semi-commercial, on va dire. Donc on fait une démonstration technologique de notre interface, mais aujourd'hui on vend déjà des opportunités à bord pour faire voler donc, principalement des académiques, des institutionnels, et on a des premières approches aussi avec des clients commerciaux. Le but étant d'aller très vite en vol, d'aller sur du petit satellite et de venir grossir au fur et à mesure. D'accord. Donc avec qui vous voleriez ? Pour l'instant, je peux pas vraiment donner de nom puisqu'on est, on est dans des phases très jeunes de ces discussions. On a ouvert il y a vraiment très peu de temps notre plateforme de réservation sur notre site internet. Mais ça va de la start-up qui veut faire une démonstration au gros institutionnel qui veut valider son matériel en orbite avec en passant par des laboratoires, etc. C'est une bonne question. Aujourd'hui, on est un petit peu coincé. On regarde forcément côté SpaceX et peut-être un petit peu côté indien également. Oui. Mais, qui s'avère plus rentable finalement ? J'aurais du mal à répondre sur cette question. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile de lancer sur du SpaceX. On a une offre qui est présente, on a des brokers, etc., qui sont quand même bien installés. Ouais. Nous, on attend avec impatience le spatial européen sur le sujet et on a hâte de pouvoir lancer sur des lanceurs européens. Merci beaucoup Théophile Lagrollet d'être venu sur le plateau de Smart Space pour nous présenter cette activité Space Locker, mais aussi pour aborder avec nous le sujet du service en orbite. Pan du secteur spatial, en tout cas extrêmement prometteur d'un point de vue économique. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.